Ma première question, elle est toute simple, elle est par rapport à la découverte de cette maladie psychologique, l'érotomanie, dont vous êtes inspiré pour créer le scénario du film. Comment vous avez découvert cette maladie et en quoi elle vous a inspiré? En fait, j'ai découvert cette maladie parce qu'au départ, je m'intéressais à la jalousie amoureuse. Et c'est en lisant des livres, notamment un livre de Daniel Lagache qui s'appelle justement La jalousie amoureuse, qui traite de jalousie, mais donc aussi d'érotomanie, puisqu'il est question de cas cliniques de jaloux, de jalouses et d'érotomanes. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette pathologie. Et tout de suite, ça m'a intéressé parce que c'est une pathologie qui a la particularité de se développer en 3 actes. L'espoir, le dépit, la haine, et qui a un début très, très rapide, que les psychiatres qui ont étudié la question ont appelé l'illumination. Et donc, il y a une pathologie qui a une structure de dramaturgie en 3 actes, quoi. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis le fait que l'érotomanie, qui est l'illusion délirante d'être aimé, la sensation, la conviction même d'être aimé par quelqu'un alors que, a priori, c'est pas le cas. C'est quelque chose que tout le monde a pu ressentir à un moment donné ou à un autre de sa vie amoureuse, notamment au début, quand on tombe amoureux, on est là, on interprète le moindre signe, le moindre mot, le moindre geste. Et c'est ce que font les érotomanes, mais à une puissance inouïe, voilà, une puissance folle au sens strict du terme, quoi. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que vous avez voulu rencontrer des médecins aussi, et puis peut-être même des cas Est-ce que ça... Rencontrer des érotomanes, ça, c'est pas très utile parce que en général, elles sont tellement dans leur délire, puisque c'est un délire, que si vous allez voir une érotomane en lui disant « Alors, il paraît que vous avez cru que Monsieur X était fou amoureux de vous », elle va vous dire « Mais non, mais il est fou amoureux de moi ». Donc, rencontrer des érotomanes qui sont des paranoïaques, en fait. C'est une paranoïa, l'érotomanie. Non, par contre, il y a eu énormément de littérature sur le sujet, énormément. Si vous allez à la bibliothèque de la faculté de médecine à Paris, c'est là où moi je suis allé, vous pouvez consulter des articles français, étrangers, dans beaucoup de revues, beaucoup d'internes en psychiatrie ont fait leur thèse là-dessus, parce que les cas sont assez tous semblables et tous fascinants, en fait. Les érotomanes, qui sont en majeure partie des femmes, ont toutes le même type de comportement, la même progression, et en même temps ce sont de grandes amoureuses. Donc je pense que c'est aussi pour ça, il y a une dimension romantique et romanesque dans ces trajectoires, et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de littérature sur le sujet, bien que ce soit un phénomène finalement dans le grand public pas très connu encore. Voilà. Alors, il y a cet aspect de votre personnage, cet aspect très romantique, enfin très très élancé et très exalté plutôt, exactement. Ce qu'on retient surtout, c'est surtout en effet plus la paranoïa, plus disons l'angoisse. J'avais une question par rapport à comment vous êtes imaginé représenter ça de manière cinématographique. Comment vous vous êtes lancé dans l'adaptation visuelle de ça? Effectivement, le but du jeu, c'était de faire partager aux spectateurs le vertige qui s'empare du personnage féminin et faire en sorte qu'elle nous soit proche tout le temps, ne jamais la perdre. Bon, et donc ça a demandé, en termes de travail sur le film, un grand travail avec la comédienne d'abord, principalement. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Everything's okay? Ah, you look outside. Ok. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, d'abord c'était le travail avec la comédienne, et puis ensuite c'était de créer, de faire en sorte avec la caméra d'être le plus possible dans son point de vue, le plus possible avec elle tout le temps, près d'elle, et aussi de l'isoler dans le décor, c'est-à-dire de faire en sorte que
elle soit comme un peu en territoire inconnu, un peu perdu, un peu une étrangère, et que cette étrangère en partage ses sentiments. Donc la mettre dans des décors soit impersonnels, soit trop grands pour elle, écrasants, et qui vont, si possible, créer un climat un peu à la frontière du fantastique, un peu à la limite du fantastique, pour donner cette dimension d'inquiétante étrangeté qui saisit toujours ces personnages et qui est fascinante. Et donc, voilà, essayer de faire en sorte de faire partager le sentiment d'inquiétante étrangeté qui s'empare d'elle. Donc beaucoup de décors, voilà, tout ça. Au niveau des décors, justement, c'est quand même un Paris très ancien, très sombre. On a l'impression finalement d'une forme d'intemporalité presque aussi. Est-ce que ça, c'était quelque chose que vous vouliez? Oui, en fait, ce que je voulais, c'était un décor qui soit comme une toile de fond en peinture. Par exemple, dans la peinture baroque, chez Zurbarán, qui est un peintre espagnol baroque, ou chez d'autres, ou chez Velázquez, ou chez Rembrandt, etc. On constate qu'il y a toujours des fonds bruns, verts, unis, et qui permettent au personnage de se dégager sur ce fond-là, et d'apparaître et d'être transfiguré par la lumière. Donc le travail, c'était de trouver dans le décor des décors qui nous permettent ça. Et donc, voilà, ça a été un long travail de repérage pour obtenir ça. Ça veut dire gommer tout ce qui est mobilier urbain, tout ce qui est couleur dont on ne veut pas, etc. Et ensuite, c'était essayer effectivement de créer un sentiment un petit peu intemporel, enfin non daté du film, ce qui ne m'a pas empêché de filmer des décors aussi très contemporains comme la dernière ligne de métro parisienne ou des choses comme ça, mais qui ont la particularité toutes d'être assez pures en termes d'architecture, de traitement du mobilier urbain ou des choses comme ça. Ce sont des longs couloirs, sans publicité par exemple, dans le métro, c'est pas facile d'en trouver. Voilà, des lignes de métro assez modernes, qui sont comme des enfilades de couloirs qui ne sont plus qu'un long couloir aussi, parce qu'il y avait cette envie aussi de trouver un Paris qui soit effectivement comme un long couloir, avec toujours ce sentiment de point de fuite et le personnage en avant. Et on sait que quand on travaille, c'est la grande leçon de la Renaissance, qu'avec le point de fuite, le personnage tout de suite prend de l'ampleur et vient au premier plan et prend une importance majeure sur le décor. Donc voilà, c'était aussi cette idée-là. Du personnage, c'est Isabelle Carré qui fait une vraie performance. D'ailleurs, elle exprimait hier le fait qu'elle avait d'ailleurs quelques appréhensions avec ce rôle, parce que c'est une violence comme ça que vous lui demandiez pour ce rôle d'exprimer. Vous étiez assez mystérieux aussi sur scène hier soir en disant « Ah, Isabelle Carré, outre que c'est une grande artiste, j'avais des raisons personnelles ». Je voulais en savoir plus sur votre choix et sur votre rapport à Isabelle Carré pour ce rôle. Mais en fait, bon, moi Isabelle, je la connaissais pas personnellement avant de lui proposer le rôle. Mais quand il s'est agi de penser à quelqu'un, on a très vite pensé à elle. Bon, et ce qui est vraiment important, je pense, dans le choix j'en parlais d'ailleurs avec elle récemment. C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est de sentir aussi une véritable envie. Et bon, on arrive finalement à le savoir quand il y a une envie vraie derrière un discours. Et moi, à partir du moment où j'ai senti ça, j'ai senti, et j'ai pas été démenti, qu'il allait pouvoir avoir avec elle et ce qui était essentiel pour le film, un vrai travail à deux. Et très vite, ça s'est instauré en fait. Donc ça s'est fait très simplement. Je lui ai proposé le rôle, elle l'a lu, on s'est vu et tout de suite, à un moment donné, on s'est dit bon, voilà, on va travailler ensemble, ça va être bien, et on s'est pas lâché, on se lâche plus, quoi. Parce que c'est vraiment dans des films aussi où où on n'est pas dans un confort extrême pour les faire. On a besoin que tout le monde soit
soit sur la même longueur d'onde. Et j'avais besoin sur ce film que quelqu'un mobilise les énergies aussi avec moi. Et enfin, j'anticipe un peu sur vos questions, mais en tout cas, c'est ce qu'elle m'a permis de faire. Voilà, par son engagement éclairé sur le film. Vous auriez pu continuer. En effet, en fait, comment vous avez fait pour parce que j'imagine quand même qu'on doit être toujours dans le regard de ce qui est la limite des choses, c'est-à-dire par rapport au personnage, son exubérance, en même temps la folie intérieure. Comment on gère ça et comment on le travaille? Vous étiez dans le regard permanent avec Isabelle Carré. Est-ce qu'elle-même avait besoin de vous? Comment, si vous pouviez prolonger? Ce qui s'est très vite passé, c'est que comme on a ensemble fait un long travail de préparation sur le film, qui passe par des tas de phases, pas uniquement de la lecture, ou des échanges de photos, ou plein de choses. On était absolument sur la même longueur d'onde, et donc elle en savait autant que moi au moment de tourner, dès le premier jour du tournage. Donc on faisait les choses ensemble, et comme on se faisait vraiment confiance, on pouvait le faire en toute liberté. Et donc on explorait des fois ensemble des territoires parce que Isabelle elle invente, elle est hyper inventive, sans faire n'importe quoi, c'est-à-dire toujours dans la logique du personnage, mais de proposer des choix qui sont toujours pertinents, mais qui peuvent être très différents les uns des autres. Et moi je prends dans ces cas-là, et je prends parce que je me dis, ok, le personnage il est en train de se construire, ce qui fait qu'ensuite au montage, c'est un luxe absolu, à un moment donné, de pouvoir se dire, oui, effectivement, là, il me semble que le personnage risque de... On n'est plus juste parce qu'il est trop violent, ou il est trop ci ou trop ça. On a ce qu'il faut pour corriger et pour donner au montage, continuer à dessiner la courbe du personnage. Donc, on décide des enjeux, on décide de la logique du personnage, on est d'accord on ressent les mêmes sentiments, et en même temps, grâce à Isabelle, on peut se donner la liberté d'explorer une palette chromatique assez large, quoi. Donc ça me donne encore du temps pour travailler après au montage. Scènes où elle est vraiment face à la caméra vers l'extrême fin du film, que vous avez d'ailleurs choisi de superposer, ouais, c'est ça. Ces scènes-là, on a l'impression que c'est un vrai combat, quoi. Ça a été difficile, ou alors est-ce que tout s'est toujours passé vraiment de manière inventive et dans le bonheur, comme vous avez l'air un peu de le décrire? Alors, ouais, disons que le bonheur n'exclut pas l'extrême fatigue, le combat avec les éléments, avec le texte, avec Dieu sait quoi encore, le temps peut-être. C'était très éprouvant. C'était un film extrêmement éprouvant, où tout le monde était... et donc cette scène dont vous parlez arrive à la fin du film, et c'était, je crois, l'avant-dernier jour du tournage. Et c'était une scène... qui, comme certaines scènes, c'est une des scènes les plus écrites en fait du film. Et comme souvent les scènes écrites, avant on s'en fait des fois tout un monde parce que on pense que ça va être celles-là qui seront les plus importantes. Donc on se met une pression. On s'était mis beaucoup de pression sur cette scène. Et en l'occurrence, oui, ça a été un combat contre la fatigue, pour garder la lucidité. Enfin, c'était voilà. Mais heureusement, ça n'a jamais été un combat entre les gens sur ce film. Ce qui peut arriver, ce qui peut donner très bons films. Enfin, je veux dire, c'est pas une recette de film réussi ou de film raté, que ça se passe bien ou mal. En l'occurrence, ça s'est bien passé, très bien même. Mais c'était épuisant, hein. Ouais. Ma dernière question, je voudrais juste aborder à la fois la scène où le personnage d'Anna semble finalement guéri et puis donne l'illusion d'être, sans vouloir dévoiler, mais pour aborder cet aspect-là, comment vous avez pensé à ça? Est-ce que c'est justement une donnée
plausible? Est-ce que c'est... Alors, est-ce que vous parlez de quel moment, de quel... Quand, après l'entretien avec le psychiatre, hein? Pendant l'entretien, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que m'a dit Christophe Lermuseau, qui est un psychiatre que j'ai consulté, qui m'a aimablement donné des avis sur le scénario avant la réalisation, il m'a confirmé une chose, c'est que les paranoïaques sont de grands malins. Ils sont pleins de ressources. Bon. Et donc, ils sont capables de beaucoup de choses, et les psychiatres s'en méfient beaucoup, parce qu'un paranoïaque est plein de ressources. Est-ce qu'il est capable à ce point de faire croire à un professionnel de la santé mentale que tout va bien? Je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que il est capable de faire croire que tout va bien et de sortir en faisant appel aux députés de sa commune, au maire de sa commune. Enfin, trouver les ressources pour ne plus être là où il estime être enfermé. Vous pouvez toujours compter sur un paranoïaque pour inventer quelque chose. Ouais. Vraiment, dernière question. Sur l'extrême, enfin l'analogie que vous faites à la fin du film sur la religion, sur cette citation en fait, je voulais que vous me fassiez une explication un peu là-dessus sur ça. Alors, il n'y a pas tant de religion dans le film que de spiritualité et de mysticisme, dans le sens où c'est très simple, hein, c'est que les érotomanes et les mystiques ont énormément de points communs. C'est-à-dire que elles sont mues par une vocation, et qui a vocation de l'amour. C'est un chapitre de la biographie de Thérèse et de Thérèse de Lisieux qui intitule un de ses chapitres La vocation de l'amour. Et la vocation, c'est quoi? C'est une voix qui d'un coup vous parle et s'adresse à vous, et vous êtes sûr que cette voix s'adresse à vous, vous êtes sûr que vous avez avec l'Éternel, avec le monsieur d'à côté ou votre médecin, un rapport, en tout cas avec l'objet, vous avez un rapport privilégié. Et rien ne va pouvoir faire vaciller cette conviction absolue, inébranlable, absolue et inébranlable. Et ensuite, la sensation que dans cette relation-là, l'autre s'adresse à vous par des signes, par un rayon de soleil, une main posée quelque part, une fleur touchée, effleurée. Et donc il y a une vraie dimension mystique, et que j'ai voulu finir le film sur quelque chose qui serait de cet ordre-là, toujours dans le délire, mais un délire qui a pris une autre dimension, une dimension d'acceptation, teintée de sentiments océaniques, mais le délire ne cesse jamais, ce qui est le cas des mystiques, et ce qui est souvent le cas des érotomanes.